Bienvenue sur le ring l'ODJ, TV Radio, Ahmed Kassal. Ah bah vraiment, je suis ravi parce que ça me rappelle ma jeunesse. Là. L'opinion des jeunes, c'était vraiment quelque chose de très important pour nous. Chaque jeudi, il sortait et chaque jeudi, on apprenait énormément des choses dans le Donc en plus, vous avez une histoire toute particulière avec l'opinion des jeunes. Merci en tout cas d'avoir fait le déplacement et d'être avec nous aujourd'hui pour ce ring et d'avoir un fil élégant et d'avoir accepté de monter sur le ring. Ahmed Kassal, je rappelle que vous êtes économiste, chef d'entreprise, professeur universitaire parce que je sais que vous y tenez beaucoup et également, je le rappelle, ancien vice-président de la CGM, la Confédération Générale des Entreprises du Maroc. 3 rounds thématiques avec vous. Ahmed Kassal, premier round, l'économie est-elle un mode économe? Avec un point d'interrogation, ça vous fait sourire. En tout cas, vous nous direz ce que vous en pensez. Deuxième round, réforme de la TVA. Vous avez vu que Fawzi Larja, ministre en charge du budget, a fait cette annonce pour 2024 en termes de programmation. Réforme de la TVA, un coup de fouet à l'inflation, avec un point d'exclamation. Vous direz, effectivement, cette réforme de la TVA, est-ce qu'elle peut aussi amener un renchérissement des coûts à la consommation et des produits alimentaires essentiellement qui tirent l'inflation aujourd'hui? Et troisième round, patronat, syndicat. Est-ce que nous sommes face à 2 grands corps malades? Là, également, vous nous direz. Ahmed Kassal, c'est le premier round. L'économie est-elle un mode économe aujourd'hui? L'inflation est toujours présente. Les derniers chiffres, on est à plus de 7% au mois de mai. Est-ce que cette économie est en mode économe? L'économie, c'est quoi l'économie? L'économie, c'est des acteurs. Ça, c'est important, des acteurs, c'est-à-dire ceux qui font l'économie, c'est des acteurs, c'est l'État, c'est le secteur privé, c'est le capital étranger, c'est tous ceux qui font l'économie, qui créent de la richesse. D'accord? Et qui sont capables de faire ce qu'on appelle le progrès, c'est-à-dire tirer l'économie d'un point vers un point supérieur. Or, aujourd'hui, quand on analyse, nous, l'économie marocaine, d'une manière soit officielle, comme le fait le Haut Commissariat au Plan, comme le fait le Jouahri de Banque al-Maghreb, ou les organisations internationales comme l'IFI, la Banque mondiale, on a l'impression que l'économie tourne en rond. C'est-à-dire, on n'arrive pas à comprendre aujourd'hui où il va aller cette économie. Qu'est-ce qu'il veut exactement? On parle de l'inflation, comme tu as dit, on parle de l'inflation. L'inflation, d'après les derniers chiffres de Haut Commissariat Plan, il termine le premier trimestre 2023 à 5,7. En moyenne? En moyenne, c'est une moyenne, bien sûr, c'est une moyenne, ce qui est très très élevé. C'est-à-dire il paralyse. Il y a plus de 15% au niveau des produits alimentaires. Et c'est très 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 grave pour que l'économie puisse se redynamiser. Est-ce que c'est ça qui plombe la croissance économique aujourd'hui, notre décollage économique? Est-ce que cette inflation, parce qu'il y a beaucoup de débats autour de ça, est-ce qu'elle est monétaire, est-ce qu'elle est endogène, est-ce qu'elle est marocaine? Mais en même temps, vous avez vu les derniers chiffres du Haut Commissariat au Plan pour le premier trimestre 2023, 3,5 points de croissance. En même temps, Abdel Jouahri, lors du dernier conseil monétaire, a revu à la baisse ses prévisions de croissance qui étaient de 2,6. Il les a ramenées à 2,4% pour 2023. Est-ce que valeur aujourd'hui, notre conjoncture économique, l'atmosphère économique, tout ce qui peut y avoir aujourd'hui, est-ce que c'est plombé par l'inflation? Est-ce que c'est... Voilà. Non, moi je crois que, c'est-à-dire les chiffres qui sont affichés par le Haut Commissariat au Plan donnent un taux de croissance pour le premier trimestre de 3,5. Mais il faut décortiquer les chiffres et voir la part de l'industrie. La part de l'industrie a baissé. Qui a aujourd'hui été à l'origine de l'augmentation de ce taux? C'est les services, c'est-à-dire la reprise de tourisme, la reprise de restauration, la reprise et un peu l'agriculture. Un peu l'agriculture. Mais ce qui fait une économie, c'est l'industrie. C'est-à-dire aujourd'hui, le problème de notre pays, c'est l'offre marocaine. L'offre, on n'a pas une offre suffisante, ni pour le marché local, ni pour le marché international et être compétitif. Donc le problème, l'inflation n'est pas une inflation. L'inflation au Maroc, c'est une inflation maroco-marocaine. Il y a une partie qui est importée parce que nous importons de l'énergie, mais l'énergie aujourd'hui il est en baisse sur le marché international. L'énergie est en baisse sur le marché international. Malgré la baisse de l'énergie, l'inflation continue à faire des dégâts dans notre pays. Donc, le problème il est structurel. C'est pas un problème conjoncturel aujourd'hui. Malgré que l'inflation était à 2%, on faisait pas de la croissance. Donc, on peut pas affecter le problème de la croissance au problème de l'inflation parce qu'on était à 2, de l'inflation de 1,5, on faisait de 2,3. Ou de 4%. Donc le problème il est structurel, c'est-à-dire dans la structure même de l'économie. L'économie marocaine, c'est une économie rentière, c'est pas une économie de production de richesse. Donc vous dites concrètement aujourd'hui, si on n'arrive pas à décoller économiquement, c'est pas à cause de l'inflation. Non, pas du tout. Il ne faut pas adosser ça à l'inflation. Pas du tout. Vous, c'est une problématique d'ordre structurel. Structurel. Quand on voit justement, vous avez dit, il faut décortiquer et affiner par rapport aux derniers chiffres du Haut Commissariat au Plan concernant le niveau de croissance premier trimestre 2023, 3,5%, on voit que c'est majoritairement tiré par la demande extérieure et par la demande et non pas par la demande intérieure. Est-ce que ça, il faut être inquiet là-dessus? Bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, tu as une économie
qui produit pour l'export. Et qu'est-ce qu'elle exporte? Des produits à faible valeur ajoutée. Et nous importons des produits à forte valeur ajoutée. Qu'est-ce qui nous renseigne de ça? C'est la balance commerciale. La balance commerciale aujourd'hui, elle est déficitaire, structurellement déficitaire. Et tu ne peux pas aujourd'hui tirer une économie, passer d'une économie tertiaire, c'est-à-dire de services à faible valeur ajoutée. C'est même pas des services à forte valeur ajoutée, les logiciels, le développement et tout ça. C'est des cafés, des restaurants et tout ça. Donc une économie qui est tirée par des services à faible valeur ajoutée, c'est une économie qui va toute sa vie être dépendante du marché international. Et quand le marché international il est dans une crise, l'économie subit directement les chocs extérieurs. C'est-à-dire que tu as une économie qui dépend pour ses ressources de 4 secteurs exogènes. Il dépend des exportations, il dépend du tourisme, il dépend des investissements directs étrangers, il dépend des RME. C'est-à-dire les 4 secteurs sont exogènes, c'est-à-dire nous ne maîtrisons pas. Donc aujourd'hui, nos points de croissance, les faibles points de croissance que nous faisons là et que a priori nous allons faire aussi en 2023, parce qu'on ne devrait pas avoir un niveau de croissance qui dépasse de 4 ou de 5%, vous dites que c'est tout ça, en fait, ça sera les bienfaits, entre guillemets, de l'environnement extérieur, les facteurs exogènes, et non pas les facteurs endogènes. Non, pas du tout, parce qu'aujourd'hui, qui peut nous renseigner sur l'efficacité des facteurs internes? C'est l'industrie. Et quand on voit les chiffres de Haut Commissariat au Plan, l'industrie a baissé. Le secteur secondaire a baissé de 1,7% par rapport en création de valeur ajoutée. Or, aujourd'hui, quand le secteur industriel, qui est censé créer de la valeur ajoutée, qui est censé tirer le PIB vers le haut, et que le PIB est lié à des secteurs qui sont conjoncturels. Et imaginez-vous, le tourisme a fait un bond de 53%, c'est normal parce que entre le Covid et tout ça, on partait d'une situation quasi zéro à l'arrêt. Ça n'a pas permis une création d'emplois supplémentaires, ça n'a pas permis une création de richesses supplémentaires. Donc aujourd'hui, c'est la structure même de l'économie qu'il faut revoir. Est-ce que nous voulons une économie créatrice de richesses, donc créatrice d'emplois, donc qui est capable de fournir le marché intérieur, ou une économie qui est totalement extravertie, destinée au marché international? Est-ce qu'Ahmed Kassal, avec votre expérience aussi, votre engagement, et je rappelle que vous êtes économiste, chef d'entreprise, et que vous avez été pendant de longues années vice-président à la CGM, la Confédération Générale des Entreprises du Maroc, est-ce qu'il faut continuer, valeur aujourd'hui, à vouloir créer et à s'entêter à créer de la richesse sur la base d'une politique budgétaire qui avait été annoncée autour de 300 milliards de dirhams? Est-ce qu'il faut maintenir ce qu'on fait au niveau budgétaire et également au niveau monétaire, où vous dites il faut tout arrêter, il faut tout réajuster, parce que de toute façon, c'est de l'argent public qu'on va dépenser pour une création de richesse qui va être extrêmement faible. Mais M. Rachid, quel est le gros problème que nous avons? Nous raisonnons toujours comme un comptable. On n'a jamais raisonné comme un économiste, c'est-à-dire comme l'économie réelle. Le comptable, c'est-à-dire il faut que l'argent rentre pour qu'il soit dépensé. Mais on n'a jamais analysé l'affectation des dépenses. On met tout l'accent sur les recettes. Qu'est-ce qu'il faut comme recette? Mais qu'est-ce qu'on a dépensé? Où il a été dépensé? Chaque centime, c'est-à-dire l'efficacité du dirham de l'argent public dépensé. De l'argent public dépensé, c'est-à-dire chaque dirham qui est dépensé. Qu'est-ce qu'il a pu avoir comme effet d'entraînement sur l'ensemble des facteurs, c'est-à-dire sur l'endettement? Est-ce qu'on a remboursé la dette ou pas la dette? Sur la création de la richesse, combien le PIB a augmenté? Sur la création d'emplois qualifiés, d'emplois de qualité, pas d'emplois précaires comme se fait ailleurs, et surtout sur notre indépendance par rapport au marché international. Et c'est ça ce qu'on peut aujourd'hui dire par rapport à une politique. Or, la politique budgétaire que nous avons aujourd'hui, c'est une politique de fonctionnement. C'est-à-dire, on gère, 67% de budget va dans le fonctionnement. Or, qu'est-ce qui reste pour l'investissement et les services de la dette? Les 30% répartis entre l'investissement et les services de la dette, 25% de l'investissement et le reste services de la dette. Or, aujourd'hui, tu ne peux pas s'endetter, c'est pas mal en soi, mais s'endetter pour créer de la richesse qui va permettre de rembourser la dette, mais pas s'endetter pour boucher des trous et enfin engager l'avenir des... Avant de passer au deuxième round, Ahmed Kassal, donc, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est la fin du premier semestre 2023, il y a le deuxième semestre 2023 qui s'annonce. Est-ce qu'on va aussi finir avec un niveau de croissance autour de 2,3, 2,4% selon vous? Ça, c'est les prévisions de l'actif Jouari, et d'avoir du coup une inflation qui soit 2-3 fois supérieure au niveau de croissance. Mais bien sûr, parce qu'il ne faut pas, jusqu'à maintenant, on a un gros problème en termes d'analyse économique. On lie la croissance à l'inflation. Mais non, en 2019, moi je ne parle pas de 2020-2021, en 2019, on avait une inflation de 1,7% et on avait un taux de croissance de moins de 4%. Donc la croissance n'est pas plombée, n'est pas affectée par l'inflation. La croissance est affectée par l'incapacité de l'économie marocaine à générer de la valeur ajoutée, de la forte valeur ajoutée,
et l'incapacité de l'économie marocaine à attirer l'investissement vers le secteur productif. Je parle d'investissement privé. Même s'il y a une nouvelle charte d'investissement qui est en route, oui, qui doit se régionaliser. On avait les chartes d'investissement, on avait des codes sectoriels, mais ce n'est pas une charte ou une loi qui va permettre de booster ou pas booster l'investissement. C'est la volonté de ceux aujourd'hui qui font l'économie marocaine. C'est les acteurs de l'économie marocaine. Et ça, je vais vous dire quelque chose, parce que ça peut être une transition pour le deuxième point. Oui. C'est que depuis les années 80, le secteur privé marocain demande à l'État de sortir de l'économie marchande. Privatisation. On a marocanisé, on a privatisé, on a libéralisé. Dans les années 2000, on a libéralisé. Et le secteur privé marocain disait toujours, c'est l'État qui bloque, c'est l'État qui met des gaules d'autres. L'État a lâché tout le secteur marchand. L'État a fait son travail aujourd'hui, son travail de désengagement. Oui. Non seulement il s'est désengagé, mais il a préparé tous les terrains pour le secteur privé. Et il a préparé l'infrastructure, les routes, les autoroutes, les barrages. Est-ce que Ahmed Kassel est en train de dire que le secteur privé aujourd'hui, il est un secteur rentier. C'est pas un secteur d'entrepreneur. L'État est entrepreneur. Chez nous, l'État il est entrepreneur et le secteur privé il est rentier. On passe au deuxième round. On va y revenir avec les grands corps malades d'ailleurs comme le troisième. Mais entre temps, c'est le deuxième round. Réforme de la TVA. Est-ce que c'est un coup de fouet à l'inflation? Est-ce que les prix vont augmenter? Vous avez vu comme moi, Fawzi Larja, la semaine dernière au Parlement, s'est exprimé en faisant une annonce, entre autres, d'une série de réformes, dont celle de la TVA. Ça, c'est une faute en avant. C'est une faute en avant. Au lieu de s'attaquer au fond du problème. Le problème au Maroc de la fiscalité, c'est quoi? On a un millefeuille fiscal. Ça, on a la fiscalité locale, la fiscalité régionale, la fiscalité provinciale, la fiscalité nationale. Vraiment, c'est trop lourd à gérer. Et on ne connaît même pas l'efficacité de la fiscalité chez nous. On n'analyse pas quel est l'impact d'un taux sur l'économie et l'impact sur l'ensemble des agrégats macroéconomiques dans le pays. On n'a pas d'analyse. On décide... C'est l'efficacité de la dépense, de la dépense fiscale. On ne sait pas. On a à peu près 30 ou 35 milliards de dirhams annuellement de dépenses fiscales. Fait que, en tout cas, que les avantages fiscaux qu'accorde l'État aux entreprises... Mais quel est l'impact? Pourquoi on accorde un avantage fiscal? On accorde un avantage fiscal pour créer de l'emploi de qualité, pour augmenter la production nationale, pour investir dans les secteurs qui sont productifs. Or, aujourd'hui, aucune analyse d'impact n'a été faite sur les 20 dernières années de dire est-ce que les avantages et les subventions accordées et les avantages accordés à tel ou tel secteur Sinon, il faut les supprimer. Deux, aujourd'hui, la fiscalité, il faut la mettre à plat. C'est fini aujourd'hui. Ça a été fait lors des dernières assises et les troisièmes assises. Oui, mais est-ce qu'on a appliqué des troisièmes assises? En tout cas là... Qu'est-ce qu'on a appliqué aux troisièmes assises? On n'a rien appliqué. Après, a priori, Fawzi Larja, ministre du Budget, lui souhaite démarrer cette réforme de la fiscalité par la réforme de la TVA. Oui. Donc apparemment... C'est quoi la TVA? La TVA, en principe, c'est une taxe qui est neutre. Neutre, tout le monde la paye, qu'il soit riche, qu'il soit pauvre, et c'est le consommateur final qui la paye. Généralement, nous, les entreprises, on n'est qu'un intermédiaire entre le consommateur... L'entreprise ne va pas être impactée, en tout cas, par cette future réforme de la TVA, c'est ça? C'est ce qu'a dit Fawzi Larja. Quand il parle de réforme, c'est-à-dire baisser les taux. Réduire les taux. Réduire le taux. Ouais. Aujourd'hui, réduire le taux maximum de 20%. C'est-à-dire, quand on réduit le taux, en principe, on doit dégager un revenu supplémentaire pour les consommateurs. C'est-à-dire, quelqu'un qui achète aujourd'hui une bouteille à 10 dirhams et il paye 20%, c'est 12 dirhams. Demain, si on baisse de 5%, il va la payer 11 dirhams. Il va gagner 1 dirham. Mais aujourd'hui, on cherche à résoudre un problème qui est conjoncturel, qui est l'inflation, qui est conjoncturel. Qui est conjoncturel ou structurel? Parce que Ahmed Halimi il a dit il y a quelques semaines, cette inflation, attention, elle n'est pas conjoncturelle, elle est structurelle. Non, il est conjoncturel. Pourquoi il est conjoncturel? Parce que il est lié aujourd'hui à un phénomène qui double un phénomène de l'insuffisance de la production nationale et un phénomène exogène, c'est-à-dire la flambée des matières premières, en tout cas l'instabilité des prix des matières premières. Donc, mais pour faire de la croissance, il ne faut pas seulement s'attaquer à la TVA ou s'attaquer. Il faut aplatir la fiscalité. Il faut mettre deux taux. Un taux de 15% pour tout le capital, quel que soit. Ça vous parlez pour l'IS? Oui. Et pour l'IS, et pour la TVA. Pour la TVA, il faut aller vers un seul taux. Un seul taux qui doit être aussi de 12 ou 16%. C'est un taux global, mais il faut que tout le monde paye. Parce qu'aujourd'hui, quel est le problème? Mais la TVA, tout le monde paye. Oui, tout le monde. Non, il y a beaucoup de tricherie, la TVA. Oui. Beaucoup de gens aujourd'hui, au Maroc, il y a pratiquement, d'après je vois, les 495 milliards de dirhams qui circulent en cash. Oui. Et aujourd'hui, vous pouvez aller. Moi, quand je vends à des gens ou que j'achète chez les gens, ils me disent que vous voulez facture ou non facture.
Donc cette réforme de la TVA, elle touche, selon vous, beaucoup plus l'entreprise et cette TVA qui échappe aux caisses de l'État, ou c'est surtout la consommation pour faire en sorte aussi de réduire la pression fiscale sur les produits de base, ce qu'a annoncé Fawzi Larja sur le médicament, où il y a une TVA de 7% par exemple, qui devrait baisser a priori en 2024. C'est vers ça, en tout cas, que Fawzi Larja… C'est-à-dire aujourd'hui, si on va baisser le taux de la TVA, il faut qu'on sache pourquoi on va le baisser. C'est-à-dire quel est l'objectif pour le baisser. Il y a double objectif. Soit on va augmenter les recettes, donc attaquer le maximum et ceux qui ne payent pas aujourd'hui de TVA, c'est-à-dire il faut qu'il y ait tout le monde paye la TVA pour augmenter les recettes de la TVA, qui sont les principales recettes du pays aujourd'hui. C'est à peu près 100 milliards de dirhams par an. Ben oui, par rapport à l'IS, à l'IR. C'est 50 l'IS, 50 milliards et 100 milliards pour la faire. Deuxième élément, c'est essayer de tirer un peu le pouvoir d'achat. C'est camouflé. Mais est-ce que pour vous, Ahmed Kassal, cette réforme de la TVA qui est programmée pour 2024, est-ce que ça pourrait effectivement se traduire par une baisse des prix ou par une hausse des prix? Parce qu'il y a une réduction de taux qui est annoncée. On parle de la suppression du taux de 20% sur les services d'ailleurs, dont beaucoup se plaignent d'ailleurs, qui reste élevé à un taux de 30% sur les produits de luxe, avec des taux qui seraient réduits, le taux de 7% qui disparaîtrait, qui serait remplacé par un taux de 10%. Oui. Mais c'est-à-dire aujourd'hui, réduire un taux, le taux de 20% à 15% ou à 17%, ça ne résoudra pas le problème de fond. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le marché local est alimenté par les importations. C'est-à-dire, quand on paye la TVA, c'est comme on subventionne l'économie étrangère. C'est-à-dire la production extérieure. À l'extérieur. C'est-à-dire le problème n'est pas de réduire le taux de TVA. Le problème de dire qu'est-ce que nous pouvons faire pour offrir des produits marocains qui vont permettre aux consommateurs d'accéder à des prix compétitifs et que la baisse du taux de TVA ne vient que comme un petit complément pour améliorer la consommation, mais pas pour être un facteur de c'est-à-dire que vous dites concrètement, cette réforme de la TVA qui est programmée pour 2024, vous dites qu'elle n'aura pas d'effet d'impact. Non, pas du tout. Y compris pour le consommateur final. C'est-à-dire le consommateur final, vous savez, le consommateur, il y a ce qu'on appelle en économie la proportion à consommer. C'est-à-dire, quand moi je consomme plus de yaourt, d'accord, et que j'ai plus d'argent, je vais consommer du yaourt. Or, aujourd'hui, il faut aller vers… C'est-à-dire, le gros problème que nous avons, c'est que la proportion à consommer dépasse la proportion à épargner. Et quand il n'y a pas d'épargne, parce que le consommateur marocain aujourd'hui, plus son revenu augmente, plus il va vers la consommation. Il ne va pas vers l'épargne parce qu'il va être encouragé à consommer. Et quand on consomme des produits qui sont importés, on encourage l'économie, c'est-à-dire les producteurs étrangers. Or, ce n'est pas ça ce qu'il faut. Il faut amener l'économie nationale à produire des produits de qualité marocains, c'est-à-dire marocains, pour permettre aux consommateurs marocains d'accéder à des produits de qualité à prix compétitif. Et que la TVA n'aura pas un rôle, parce que les neutres en finale de TVA. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les politiques et ceux qui sont aux responsabilités annoncent cette réforme de la TVA comme une annonce, comme une mesure en fait de protection du pouvoir d'achat des ménages, vous dites non, en fait ça c'est… pas du tout. C'est une fuite en avant en cherchant aujourd'hui à avoir un peu un impact sur l'inflation en augmentant. Mais c'est pas comme ça qu'on augmente le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat va augmenter par la capacité d'économie à générer de la valeur ajoutée et qu'il y a aussi, on va le voir, parce que quel est le problème dans le pays? Ça, je veux te dire un gros problème. Les inégalités ont augmenté très important. Il y a un accroissement des inégalités. L'accroissement des inégalités. Et l'accroissement des inégalités, il est dû à deux éléments. Un, à la diffusion du savoir, c'est-à-dire que les gens n'ont pas accès au savoir de la même manière, toutes les classes sociales n'ont pas accès au savoir, c'est-à-dire ceux qui sont dans les écoles, les universités haut de gamme, ils accèdent au savoir, ils accèdent à un revenu très élevé, et ceux qui sont dans le public n'accèdent pas au savoir. Donc le savoir, c'est un élément très important de réduction des inégalités parce qu'il permet aux performants d'arriver à des postes importants. Et deuxième, c'est le patrimoine. Aujourd'hui, quand moi, au NU2, moi je sors de l'école, et mon père m'a laissé une maison, m'a laissé tout ça et tout ça. Et toi, tu sors avec ton salaire. Il te faut 40 ans pour faire une maison. 40 ans pour faire une maison à crédit. Alors que moi, j'ai déjà un patrimoine que je vais gonfler. Or, il faut taxer le patrimoine. L'économie marocaine est arrivée aujourd'hui à une maturité. Tout patrimoine supérieur à 50 millions de dirhams doit être taxé. Et c'est là où on va tirer de l'argent pour investir dans la santé, dans l'éducation et tout ça. Au lieu d'aller toucher des produits fiscaux classiques comme la TVA, à l'ISTR, aller vers l'essentiel. On a aujourd'hui plus de 20 000 foyers
qui ont un patrimoine supérieur à 100 millions de dirhams, plus de 20 000, alors qu'ils étaient 50 à l'indépendance. Donc ces gens-là doivent participer à l'économie, doivent participer par la taxe sur le patrimoine, je dis bien sur le patrimoine. Donc vous dites-vous en fait, Ahmed Kassal, plutôt que d'annoncer une réforme de la TVA en 2024, oui, il faut avoir le courage d'aller vers la taxer le patrimoine. Oui, le patrimoine. Parce que le patrimoine aujourd'hui, allez-y, les gens ont des terrains, ils ont spéculé sur les terrains, ils spéculent sur les immeubles, ils deviennent rentiers, l'économie est rentière. L'État est le entrepreneur et l'économie est rentière. Et donc quand on économie est rentière, c'est-à-dire le secteur privé, il est opportuniste. Il n'est pas dans l'investissement. On va y revenir d'ailleurs, mais juste pour conclure, donc cette réforme de la TVA, un coup de fouet à l'inflation, hausse ou baisse des prix, vous dites-vous, de toute façon, l'effet et l'impact sera minime, ça sera minime. Et que l'enjeu de la réforme de la fiscalité, il n'est pas sur la TVA. Ça, on l'a vu sur d'autres exemples. On l'a vu au Mexique, on l'a vu au Brésil, on l'a vu en Turquie, on l'a vu dans certains pays où ils ont tout jonglé. Ils ont même changé la monnaie et ça n'a pas permis de jongler l'inflation. Or, aujourd'hui, pour jongler l'inflation, il faut une offre abondante, une offre locale abondante et pas une dépendance du marché extérieur. Et c'est ça ce qu'il faut. Regarder les pays qui ont des inflations très faibles. Regardez l'Allemagne aujourd'hui. L'Allemagne, pourquoi il a une inflation très faible? Parce qu'il y a une production locale qui est très forte. Ils arrivent en tout cas à subvenir aux besoins et aux attentes de la majorité des consommateurs sur les différents produits. Et avec des prix qui sont raisonnables. Donc la TVA, c'est la cerise sur le gâteau. Donc il faut aller vers l'essentiel. Pourquoi ils cherchent toujours à fuir et à mettre la tête? C'est comme l'autruche, on met la tête dans le sable et on croit qu'on est caché, on est protégé. Mais non, il faut aller vers l'essentiel, il faut avoir un choc. C'est-à-dire être capable de dire aujourd'hui, on a de l'argent qui est quelque part, qui dort quelque part. On a des secteurs aujourd'hui qui consomment et qui participent très peu à l'effort national en termes de fiscalité. Et il y a le problème du patrimoine. Il faut y aller là. C'est là où il faut aller chercher de l'argent, chez ceux qui ont fait de l'argent. Mais pas sur une réforme de la TVA, selon vous. Ahmed Kassal, troisième round, patronat, syndicat. Est-ce que nous sommes face à deux grands corps malades? Malade, je suis gentil. Je sais pas. Parce qu'un malade, en tout cas, on peut les soigner. On parle de beaucoup de réformes, en tout cas de contexte et de conjoncture économique. Le patronat s'est exprimé tout dernièrement sur l'annonce d'une cette nouvelle loi effective sur les délais de paiement, puisque c'est passé au bulletin officiel, je crois, le mi-juin, le 15. Un peu là-dessus. Ils annoncent aussi un cadre aussi juridique et normatif pour encadrer la grève. On a entendu aussi parler du patronat avec cette nouvelle architecture de gouvernance. C'est quoi un patronat? La CGM, une maison que vous connaissez très bien. Vous avez été... J'étais depuis 1995. Ouais. J'étais président de la Fédération des PME jusqu'à 2019 avec ces besoins que j'ai quittés parce qu'il n'a pas voulu réformer la question de délai de paiement. Oui. Parce que moi, je vous ai dit vous étiez président de la commission délai de paiement. J'étais président de la commission et que le délai de paiement, ce n'est plus tout le monde croyait que c'est l'État qui paye mal. C'est avéré, c'est pas vrai. C'est pas l'État qui paye mal. En fait, à un moment, l'État aussi était responsable sur les retards de règlement. L'État, c'est rien. C'est-à-dire la part de l'État. Mais aujourd'hui, il y a pratiquement 500 milliards de dirhams de créances intra-privées. Et ça, c'est le rôle si le CGM voulait vraiment faire un effort, il pouvait le faire et j'avais proposé des solutions. Mais vous savez qu'il y a Youssef Alaoui, c'est lui qui a pris le dossier en main, vice-président de la CGM, pour aller vers des sanctions. J'avais fait une annonce, moi. Oui. Et il m'a rentré dedans. Je lui ai dit, aujourd'hui, l'une des solutions qu'il faut proposer, c'est toutes les entreprises qui ont accès au marché public et qui ne paient pas dans un délai doivent être dans une liste noire. Ils n'accèdent plus au marché public. Et il m'a dit, mais tu es faux, mais ça ne va pas. Et j'ai dit la deuxième chose, les banques peuvent jouer un rôle très important. Les banques ne renouvellent pas les lignes de fonctionnement aux entreprises qui constatent que les délais, dans le bilan, le délai client est très dépassé. Et donc, il y a des solutions qui sont très pratiques. Et ça, c'est le rôle de la CGM. Le rôle de la CGM aujourd'hui, c'est d'être capable de protéger ceux qui l'ont mis là, c'est les entrepreneurs. Or, aujourd'hui, la CGM est sortie complètement de son rôle. Le patronat dans le monde, on est le seul patronat dans le monde qui fait de la politique, qui est dans la deuxième chambre, dans une chambre de parlement, dans le monde. Le patronat, c'est un acteur de progrès, c'est un acteur de réforme, c'est un acteur qui peut être proposition des idées. Mais c'est un revendicatif, vindicatif également. Mais proposition des idées. Mais globalement, la CGM aujourd'hui est devenue un tremplin. La bataille de la CGM, le plus important, regardez les dernières élections. Oui. Personne ne s'intéresse aux dernières élections. En tout cas, le duo et le binôme Chakib Lalej Béditezi ont été reconduits. Il n'y avait pas d'autre candidature. Rien du tout. Alors que la CGM en principe, les débats qui sont pendant les élections à la deuxième chambre sont plus forts
et plus ils tirent plus du gens qu'aujourd'hui les élections de la CGM. C'est-à-dire que les gens, ce qui les intéresse, c'est d'aller à la CGM pour devenir dans la deuxième chambre et toute la bataille de ceux qu'aujourd'hui dans la deuxième. Donc la CGM a perdu son rôle de réformateur, d'autonomie. La CGM a été toujours autonome sous Hajjouji, sous Hassan Chami, sous Moulay Hafid Alami, était autonome la CGM. Aujourd'hui, la CGM n'est pas autonome. En tout cas, aujourd'hui, je sais pas, la CGM a fait parler d'elle avec la nouvelle architecture en fait, qui a été dévoilée par le binôme qui a été reconduit. On dirait qu'il y a que les amis, les nièces, les neveux, c'est vraiment un chemin dans un pays qui aspire à une évolution extraordinaire dans les engagements que le Maroc prend pour la modernité de son économie. On revient à du féodalisme. C'est du féodalisme, ça. C'est-à-dire une organisation qui porte le progrès. Dans le monde entier, ceux qui ont porté le progrès, c'est les bourgeoisies. C'est la bourgeoisie qui porte le progrès. C'est la bourgeoisie qui est innovatrice, qui est créatrice, qui est, elle, réformatrice. Je précise que Chakib Lallej a fait une déclaration en disant que toutes les personnes qui ont été nommées à des postes à responsabilité au niveau de l'organisation patronale, toutes les nominations sont faites sur la base, dixit Chakib Lallej, de la compétence. Oui, bien sûr. Même si on a un nom de famille, même si on est neveux, nièces, cousins, cousines. Il n'y a que ces personnes qui sont compétentes dans le pays. C'est-à-dire il y a 15 ou 20 personnes qui sont compétentes dans le pays. Mais le pays regorge dans ce pays. Les gens oublient qu'on a aujourd'hui, on a plus de 2 millions, 3 millions de cadres de très haut niveau, qui ont des formations de très haut niveau et qui sont capables de porter une demande, qu'à porter des responsabilités pour aller. Pourquoi on reproduit toujours les mêmes choses? Parce qu'il n'y a que ces personnes qui sont là dans le pays. Ça, c'est pour le patronat. En tout cas, vous dites qu'ils ne sont pas suffisamment visibles et puis sont. Non seulement il n'est pas visible, c'est-à-dire aujourd'hui, il a oublié son rôle. Il n'est plus le rôle de progrès et de modernité de l'économie. Son rôle aujourd'hui, c'est d'être une boîte à lettres pour faire passer des choses. Autre corps intermédiaire, les syndicats. Ah oui, mais ça, les centrales syndicales. Vous avez vu, d'ailleurs, Youssef Skouri a fait une déclaration, ministre en charge de l'emploi, la petite entreprise. Il a présenté son grand programme, je ne sais pas si vous avez vu, pour relancer la TPE et l'accompagnement de 100 000 ça, c'est ridicule. Est-ce qu'on attend du gouvernement qu'il annonce 100 000 ou la 100 000. L'accompagnement de 100 000 entrepreneurs existants. Un entrepreneur, c'est un entrepreneur. Auto-entrepreneur, en tout cas, c'est. Un entrepreneur, il est entrepreneur par l'environnement. Il n'est pas entrepreneur par décret. Pourquoi ces gens oublient l'histoire? L'histoire de la catastrophe de jeunes entrepreneurs, l'histoire de Moqawalati, l'histoire de Awraj, l'histoire de Forsa. Mais pourquoi l'État? Mais l'État passe pas un rôle de créer des entrepreneurs. Créez-moi un environnement propice, accès au marché. Mais d'accompagner. Là, il y a des budgets qui sont mis en place, en fait, en termes d'accompagnement. Mais quelle est l'efficacité de l'accompagnement? Sur un loyer, par exemple. C'est-à-dire d'avoir, pour faire face aux charges locatives. Non, il ne faut pas subventionner. En tout cas, c'est ce qui est prévu. Ça marche pas? Non, un entrepreneur, c'est celui qui se bagarre. Mais donne-lui une visibilité, accès au marché, pas de passe-droit, pas de clientélisme, pas de la famille qu'on met à l'intérieur d'une grande compagnie. Donne-lui une tribune où il peut s'exprimer. Il peut dire ce qu'il pense. Il peut s'engager. Il peut militer et tout ça. Or, aujourd'hui, dire qu'on va accompagner 100 000, mais c'est pas... Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui se réveille à 6 heures du matin, d'accord, et qui va lui-même à la recherche de son financement, mais donne-lui un droit de recours, donne-lui un environnement, donne-lui une tribune où il peut s'exprimer. Or, aujourd'hui, il n'y a pas ça. Même si les 100 000 personnes, ça ne va pas marcher. Donc, Ahmed Kassal, après avoir dit que le patronat est hors jeu, en tout cas, il n'est pas à sa place, est-ce que vous considérez également que les centrales syndicales, comme corps intermédiaire, ne sont pas non plus également à leur place? Bien sûr, le problème des syndicats, et c'est un phénomène mondial, ce n'est pas un phénomène marocain, c'est que les syndicats, chez nous, ils sont restés figés dans l'idéologie des années 70, c'est-à-dire la lutte de classe. L'ouvrier contre le patron. Or, aujourd'hui, on est dans une économie ouverte, dans une économie circulaire, dans une économie, comment dirais-je, médiatisée. On n'est plus dans la lutte de classe. On est dans la capacité de créer de la richesse pour que tout le monde puisse. C'est-à-dire créer de la bonne richesse et bien la répartir. Et ça, il faut un nouveau pacte social entre les acteurs économiques qui interviennent. Les syndicats doivent jouer vraiment un rôle de perfectionnement des salariés. C'est-à-dire suivre le salarié. Pas seulement aller dire aux salariés est-ce que tu es à l'aise, est-ce qu'il y a des climatiseurs chez toi et tout ça, mais accompagner le salarié pour qu'il devienne un salarié efficace, lutter contre l'analphabétisme. Aujourd'hui, on a encore 30% des ouvriers qui sont analphabètes. C'est pas normal, ça c'est le rôle du syndicat. C'est pas au XXIe siècle qu'on va faire une croissance économique avec un corps qui est analphabète. Donc lutter contre l'analphabétisme.
perfectionnement. Et ça, c'est un pacte entre les acteurs économiques qui doit se faire autour de quel salarié, quel ouvrier. Le salarié aujourd'hui va se terminer. On est vers la fin du salariat, c'est-à-dire dans 30 ans, 40 ans, le salariat va se terminer. Et donc, quand le salariat va se terminer, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens vont travailler chez eux. Le télétravail, regarde qu'est-ce qu'il a pris aujourd'hui. Les travailleurs sont de plus en plus, en tout cas, le travail sera de plus en plus indépendant. On va tous devenir des auto-entrepreneurs. Ça veut dire quoi, Valeur, aujourd'hui, où il y a des vrais enjeux économiques et des vrais défis sociaux, vous dites les deux acteurs majeurs, à savoir le patronat et les syndicats, ont d'autres enjeux que les enjeux réels de l'économie marocaine. Les enjeux politiques. C'est-à-dire que deux organes qui doivent être autonomes, qui doivent être indépendants des partis politiques, qui doivent faire vraiment leur rôle, l'un d'accompagner les entreprises, l'autre d'accompagner les travailleurs et les salariés pour une économie performante, les deux ont laissé et se bagarrent sur le champ politique des politiciens. La CGM est politisée à 100%, il est à la deuxième chambre. La CGM ne peut retrouver sa santé, c'est quand il quitte définitivement la deuxième chambre, il ne devient pas partisan. Et les syndicats ne peuvent retrouver leur rôle, c'est qu'ils redéfinissent leur modèle, redéfinissent leur rôle dans la société, dans l'économie marocaine moderne par rapport à ça. Si on continue aujourd'hui l'enjeu, ils vont disparaître. Ils vont complètement disparaître dans les années à venir. Personne ne va s'intéresser à la CGM et personne, comme les chambres de commerce d'ailleurs, les chambres de commerce étaient florissantes dans les années 60 et c'était la bataille. Les années 60, c'était la bataille. Je me rappelle la bataille avec Barrada sur la chambre de Casablanca qu'elle a contrôlée. C'était une bataille qui a fait intervenir même les hautes autorités du pays. Aujourd'hui, qui s'intéresse aux chambres de commerce? Qui s'intéresse aux chambres d'artisanat? Qui s'intéresse aux organisations professionnelles? Personne. Qui est le nombre de salariés syndiqués aujourd'hui? C'est même pas 2%. Du 4 ou 4, 5, 2%. 2% pour vous. Mais c'est un phénomène mondial. Donc les corps intermédiaires chez nous, patronat et syndicats, vous dites... Non seulement que le patronat, syndicats, la presse, l'université, tout ce monde-là qui doivent être les forces vives de la nation, les mobilisateurs de la nation pour des projets, qu'ils ont aujourd'hui vraiment oublié leur rôle de mobilisateurs et se sont cachés dans une coquille qui est vide, qui soit les syndicats sur le patronat, pour d'autres objectifs que l'objectif de la modernité de l'économie marocaine. Merci beaucoup, Ahmed Kassal. Je rappelle, toujours aussi dynamique, économiste, chef d'entreprise, professeur universitaire. Et je rappelle également, parce que ce troisième round, on a beaucoup parlé de l'organisation patronale et syndicale, mais essentiellement patronale, parce que vous avez également été pendant de longues années vice-président en charge aussi, d'ailleurs, vous avez présidé la commission PME, la fédération PME, qui ensuite a rejoint la CGM. En tout cas, vous avez été vice-président de la CGM pendant de longues années. Merci infiniment à vous, Plaisir Ahmed Kassal. pour moi, toujours partagé. Et bonne continuation et à très bientôt. Beaucoup.